Hello, je suis Natacha, coach certifiée en mindset chez Coaching Génération. Après des années en tant que cadre manager en industrie, je suis devenue coach consultante et formatrice et j'aide les entrepreneurs à faire progresser leur posture managériale et à se créer un écosystème vertueux. Si vous êtes à la recherche de techniques modernes, d'outils et d'astuces en management, leadership et d'une bonne dose d'énergie, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, je vous partage tout pour vous inspirer, intégrer de nouvelles pratiques et insuffler une dynamique humaine et authentique dans vos équipes. Alors, installez-vous, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents pour ce nouvel épisode qui est assez particulier parce que je vais rentrer dans le vif du sujet de ce que j'accompagne en fait au quotidien, aux côtés des entrepreneurs, des dirigeants et des cadres que je peux accompagner sur le terrain des entreprises en local. Je voulais vous partager aujourd'hui mon expérience managériale d'équipe. Alors, je vous ai fait précédemment un épisode concernant la gestion de projet, la manière dont j'ai appréhendé certains moments forts de mon parcours, ce que j'ai pu apprendre, traverser, et les apprentissages que j'ai pu en tirer, les leçons. Et aujourd'hui, je vais vous partager plus particulièrement quelque chose de l'ordre du management d'équipe, toujours dans l'industrie que j'ai pu vivre. Donc, ce que je vais vous proposer à travers cet épisode, c'est d'aller définir cette notion. Vous allez comprendre quels ont été mes moments forts, mais aussi mes coups durs, comment je m'en suis sortie. À la fin de cet épisode, je vous donnerai des préconisations bien spécifiques concernant le management d'équipe, d'accord. Et pour moi, vous aurez vraiment des réflexions concrètes à mener autour de votre posture. Alors, je vais vous proposer 3 temps. D'abord, d'aller regarder ce qu'implique pour moi le management d'équipe, quels ont été mes syndromes de l'imposteur à moi, mes coups durs, hein, on va directement aller là-dessus. Je vais vous parler aussi du relationnel d'équipe. Je vais vous parler de mes capacités, des compétences que j'ai pu développer, du relationnel avec les équipes, en collectif, en individuel, mais aussi sur les services support. Et puis, je terminerai par des préconisations bien spécifiques. Alors, je vous propose de démarrer directement cet épisode sans plus attendre. Alors si je sais aujourd'hui que la meilleure école, c'est l'école de la vie, c'est l'école du vécu, des entreprises, du quotidien, je sais aussi en fait que, même si tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, eh bien mes clients viennent aussi me chercher pour mon expérience, pour mon vécu, parce que j'ai pu traverser, et me demandent souvent aussi ce par quoi j'ai pu passer pour employer ces mots-là. Pour arriver à parler comme je parle avec des verbatims bien spécifiques qu'ils aimeraient d'ailleurs pouvoir noter, notifier et emmener avec eux du mot à mot pour pouvoir les retranscrire dans leurs propres entreprises. Alors j'ai envie de vous dire que par rapport à cette expérience-là, ça fait plus de 30 ans maintenant que je mène une réflexion autour de l'humain, que ce soit à travers le milieu scolaire, mais aussi les stages, les différentes entreprises dans lesquelles j'ai pu travailler et les entreprises avec lesquelles je travaille aujourd'hui, eh bien tout ça c'est un apprentissage continu qui ne cessera jamais. Et donc aujourd'hui si j'ai des mots si spécifiques que ça, c'est parce que c'est un vrai métier. Il n'empêche que tout ce que je peux vous partager, je vous le partage avec joie, avec plaisir, et que mon objectif, c'est que vous puissiez adopter cette juste posture que vous souhaitez atteindre le plus naturellement du monde. Sachant que dans la posture qui est la mienne actuellement, la posture de coach implique un savant mélange entre formation mentorat, finalement, donc on a aussi de cette expérience des fois dont on vient puiser un peu d'inspiration, d'effets miroirs ou d'exemples, hein. On a aussi de la posture pure de coaching, qui est le métier à proprement parler, qui est développé depuis 30 ans dans les pays anglo-saxons, hein, qui arrive en France et heureusement, avec tout un petit côté aussi thérapeutique, finalement, qui permet le mieux-être au quotidien. Alors même si je ne suis pas ni psychologue ni médecin, il y a quand même une dimension du bien-être qui est importante, puisque quand on est bien dans ses baskets, bien dans sa tête, qu'on gère bien ses émotions, on se sent mieux en fait, hein, finalement. Alors à travers le management d'équipe, oui, le management d'équipe était une volonté de ma part.
et qui n'était pas dans la tête de mes supérieurs à l'époque quand je leur ai demandé. C'est-à-dire que j'avais été embauchée pour moi, oui, pour du management d'équipe, mais on m'a orientée assez naturellement dans un premier temps sur du projet. Et étant donné que l'entreprise montait en puissance, on était 150-200 total sites au départ, on a fini avant Covid à un peu plus de 5000 total sites. Donc j'ai vu véritablement l'expansion de cette entreprise au fur et à mesure du temps et j'ai eu la chance de pouvoir suivre cette expansion de A à Z, de l'accompagner. Et très rapidement, je me suis positionnée sur le management d'équipe. Ma hiérarchie, à l'époque, a hésité, m'a dit, mais t'es sûr, mais 3 fois, t'es sûr. Et on a respecté mon choix. Alors j'ai su après que c'était vraiment, on m'a dit oui, alors pas pour me faire plaisir, certainement pas, mais surtout pour mes qualités humaines, pour ma qualité d'écoute et aussi pour ma rigueur. Tout ça, ça a été des atouts qui ont fait qu'on m'a fait confiance, que la validation s'est faite assez naturellement. D'ailleurs, en termes de recrutement, il y a une petite anecdote que je peux vous partager, c'est que je sortais d'école à ce moment-là, et donc bac plus 5 en poche, on était deux camarades de la même promo qui ont postulé à ce moment-là chez Amazon. Et à ma grande surprise, moi j'ai été, donc on a tous les deux été validés, c'était super, mais sauf que moi j'ai été validée au niveau cadre et lui a été validé au niveau agent de maîtrise. Ça a été un point d'interrogation pour moi au premier abord. Et en fait, j'ai compris que j'avais développé, en dehors de l'aspect diplôme, j'avais développé au cours de ma vie d'autres compétences bien spécifiques qui ne s'apprennent pas sur les bancs de l'école, qui ne s'apprennent pas dans les livres. Et donc c'est aussi pour ça, ce qu'avait détecté ma hiérarchie dans mon potentiel, qu'on m'a fait confiance. Alors si je dois vous parler de mon syndrome de l'imposteur à l'époque, le sentiment d'illégitimité, avec quelques coups durs que je vais vous partager, et la façon dont je m'en suis sortie, c'est assez propre à beaucoup de professions. Vous savez, quand vous êtes en poste pour la première fois ou quand vous recrutez, il y a souvent ce sentiment de « mais est-ce que je peux lui demander ça? Est-ce que je peux lui dire ça ?» Qui suis-je en fait pour le mettre en mouvement comme ça? Et est-ce qu'il va faire ce que je lui demande? Enfin, je veux dire, pourquoi est-ce qu'il le ferait? Donc on commence à devenir un vrai Spielberg dans sa tête et se poser tout un tas de questions. Et moi, bien évidemment, je suis passée par là. Sauf que, pour moi, être en confiance dans sa posture, c'est développer des compétences. Confiance, compétence, il n'y a que par le passage à l'action qu'on peut se prouver qu'on est capable de faire, qu'on est capable tout court. Et à l'époque, j'ai managé seule en tant que cadre jusqu'à 150 personnes avec 3 chefs d'équipe pour m'accompagner à mes débuts. Je vais vous parler par la suite de ce qui s'est passé puisque je suis allée jusqu'à 300 à 400 personnes dans le management où là, bien évidemment, on était beaucoup plus nombreux, mais ça a suivi un certain gap. Alors, je vais vous partager 3 défis qui ont été conséquents pour moi. Le premier, ça a été d'avoir seul, face à moi, 150 personnes, avec un micro, bien évidemment, et puis mes 3 chefs d'équipe avec moi. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on est monté à plus nombreux. À la fin, pour le même travail, avec toujours un peu plus de personnes à chaque fois, pour monter jusque 3 à 400, on a fini à 3 managers pour 5 à 6 chefs d'équipe. C'est vous dire à quel point 150 seuls, honnêtement, ça m'a demandé une force mentale, émotionnelle, mais aussi physique, pour tenir finalement ce rythme-là et de tout faire avancer d'un même tenant. Il n'y a pas de secret pour moi. La rigueur est un fil qui vous permet de couper au couteau chaque action, chaque décision et chaque notion de responsabilité. Pour moi, chaque action, chaque décision, dès qu'on doit accompagner 150 personnes, doivent être pris au sens de la responsabilisation. Il n'y a pas de choix à ça.
Pourquoi je dis ça? Bah, parce que vous ne pouvez pas être partout et que quand vous avez des centaines de mètres carrés à couvrir, vous devez être au courant de chacune des mouches qui passent la porte. C'est-à-dire que je dis souvent, voilà, quand une mouche passe la porte de votre périmètre, vous devez l'entendre arriver, vous devez savoir qu'elle arrive et que voilà. Pour ça, vous devez avoir confiance en des points relais de votre équipe qui vous permettent de vous alerter et d'avoir aussi cette forme de délégation de pouvoir absolument nécessaire. C'est pour ça que j'avais des chefs d'équipe pour m'accompagner à ce moment-là, c'est-à-dire que ils avaient ma pleine confiance. C'est-à-dire que chacune des décisions que je prenais et qu'on prenait finalement ensemble, mais j'avais confiance dans les actions qui allaient être menées derrière et je savais que s'il y avait une alerte et s'ils n'avaient pas la compétence de s'en sortir, qu'ils allaient m'alerter et c'était le deal qu'on s'était fixé entre nous. Alors, je ne vais pas dire que c'était tout beau, tout rose, absolument pas. Des fois, ça a été tout feu, tout flamme aussi, parce qu'on n'est pas forcément d'accord sur tout. Mais le principal, par rapport à ça, c'est qu'on reste aligné, qu'on soit plus ou moins d'accord ou pas, c'est qu'on reste aligné sur la destination à atteindre et sur l'objectif à mener. Ça a été un vrai défi pour tenir ces décisions, pour faire en sorte d'avoir cet alignement de la ligne managériale qui fait que de la direction jusqu'aux opérateurs et aux agents, en passant par les cadres intermédiaires et le management d'équipe, eh bien, chacun aille dans le même sens. Et je vous assure que ça, c'est un vrai défi, parce qu'il y a certaines personnalités qui auraient tendance à le faire à leur manière, telle qu'ils le veulent, à lâcher certains aspects, à en prendre d'autres à la place, et ça, c'est littéralement pas OK. Donc dans cette capacité-là qui a eu besoin d'être développée à ce moment-là, c'est cette capacité à poser un cadre clair et précis pour tout le monde, pour que les actions restent fluides. Un deuxième défi qui a été pas des moindres pour moi du tout, hashtag leadership au féminin, j'y vais, c'est de faire face aux tentatives de déstabilisation sur le terrain. J'ai eu des personnes en l'occurrence certaines personnes étiquetées, syndiquées, qui se sont autorisées à arriver dans mon périmètre sur le terrain en hurlant. Alors quand je dis en hurlant, j'étais à 100 mètres d'eux et je savais qu'ils étaient là sur le terrain. Je pouvais limite entendre certains mots qui étaient prononcés tellement c'était fort. Donc des personnes bien évidemment pleines de colère, de revendications. Et l'une s'est approchée de moi. Alors, j'étais avec mon N+1 à ce moment-là. C'était ça qui était alors pour moi rassurant à ce moment-là. Et en même temps pas parce que je voyais bien que mon N+1 me laissait faire. Qu'il n'avait pas l'intention de m'accompagner à ce moment-là bien précisément et qui m'a laissé gérer la situation puisque j'étais sur mon périmètre avec mes équipes. Donc, tentative de déstabilisation, puisque cette personne s'est avancée très très proche de moi, à tel point qu'elle est rentrée dans ma sphère intime et personnelle, et je pouvais littéralement sentir les postillons, parce qu'elle était tellement en colère qu'il a fallu qu'elle puisse extérioriser sa colère. Et là, le choix que j'ai fait à ce moment-là, c'était de ne surtout pas bouger. C'était de ne pas bouger et de l'inviter à différer en fait notre entretien. À ce moment-là, en plus, j'étais donc avec mon N+1, je le disais, mais on était en train de prendre des notes sur un projet, on était en train de faire avancer un autre sujet. Et à ce moment-là, si j'avais donné de l'attention, du pouvoir, du crédit, surtout pas tant sur le fond, mais à la forme, c'est la forme qui compte à ce moment-là le plus, eh bien, il y aurait eu des enjeux autour de l'image que je pouvais rejeter sur mes équipes, finalement, au sens large. Et puis, le fait de dire que finalement, si j'accorde de l'attention, tu as eu raison de venir me voir puisque je m'interromps dans mes tâches. Ce qui n'est pas OK. Donc, ne pas bouger, différer, mais se tenir prête à écouter, c'est extrêmement important. Différer, ça veut dire que je vais faire le choix, je prends note de ce que tu es en train de me dire et j'entends. Sauf que là, je ne vais pas t'accorder du temps. Ce que je te propose, c'est que tu puisses te calmer, aller respirer, va prendre un café, je t'autorise à sortir. Et une fois que tu seras sorti, d'ici 10 minutes,
je te rejoins et on va pouvoir parler des sujets que tu as envie d'évoquer avec moi, il n'y a pas de souci. Euh, Par rapport à ces éléments-là, alors ça a été des éléments qui ont été, faut se rendre compte, hein, parce que dit comme ça peut paraître anodin, mais vécu avec autant de colère, en présentiel, vous savez, ce côté physique, atteinte physique presque, alors même s'il m'a pas touché, hein, on a quand même émotionnellement un tsunami qui nous arrive dessus. Et donc, il faut savoir le gérer celui-là. Soit, à un moment donné, je me sens agressée et donc je rétorque en effet miroir avec le même mode, soit à un moment donné, je décide de contrecarrer ce tsunami et puis de me protéger de sorte à ce que ce tsunami, c'est juste une image fictive qui ne va même pas m'atteindre puisque je décide, je fais le choix, je prends la décision d'être fermement ancré, calme, solide dans ma façon d'être et de faire et donc de repousser ces agressions en fait. Pour ça, ça demande aussi de développer des compétences bien spécifiques qui sont relatives à l'écoute active. Alors quand je dis l'écoute active, c'est parce que on a souvent tendance dans la reformulation à interpréter et à reformuler si je comprends bien, etc., mais à le dire à sa manière. Or non, l'écoute active implique de reprendre la sémantique, j'ai envie de dire presque en effet perroquet, hein, la sémantique de l'autre et de prendre ses griefs, en fait, comme des faits, de rechercher la sémantique et de venir demander à clarifier les attentes pour apporter une réponse circonstancée. Ça, c'est extrêmement important à développer comme compétence dès lors qu'on essaye de vous déstabiliser. Et ce type de déstabilisation, je pourrais vous en raconter d'autres, j'en ai eu bien d'autres, où émotionnellement, il s'agit vraiment d'apprendre. J'aime pas le mot gestion des émotions parce qu'en fait, les émotions, vous ne les gérez pas, elles sont à l'intérieur de vous et elles circulent en permanence. Mais par contre, il s'agit de savoir quoi en faire. C'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Donc cette compétence-là, c'est une compétence extrêmement centrale et clé à développer pour toute personne qui souhaite entrer en situation de management. Autre élément que je pourrais vous développer, en fait, évoquer, explorer avec vous, c'est ce projet sur lequel j'avais été missionnée. J'étais chef de projet à l'époque, donc on avait construit des équipes autour de machines, donc un projet qui coûtait à la fin plusieurs millions, hein. Donc avec beaucoup de sens, de fierté, voilà, on a porté ce projet ensemble pour tirer le meilleur. Sauf que il a fallu qu'on abandonne littéralement ce projet, de revenir en arrière et de tout annuler. Donc c'est particulièrement étrange à vivre quand on a des projets de cette envergure-là. Et qu'est-ce qui a fait, vous allez me dire, que ce projet est revenu en arrière? Eh bien, c'est une loi du gouvernement qui a mené à remettre en question l'utilisation, vous savez, à l'époque du plastique. Alors, pour des causes environnementales, l'utilisation du plastique a mené les entreprises à revoir leur politique autour de cet investissement-là. Et cette machine était littéralement une machine à produire des plastiques plutôt que des cartons. Donc on n'était pas du tout au bon endroit à ce moment de l'histoire. Et donc, par rapport aux taxes, il a fallu faire des choix économiques, hein, mais pour rendre compte que ce projet, en fait, n'avait pas d'avenir. Et ça a été très particulier pour moi d'accompagner les équipes en leur expliquant le sens, en leur expliquant que non, on n'irait pas jusqu'au bout. Des équipes qui s'étaient dit pour certaines personnes, tiens, ça va être une opportunité de progression de carrière pour moi. Et finalement, ça ne s'est pas fait. Et puis, un autre élément à prendre en considération dans cette histoire-là, c'est que à l'époque, j'étais encore jeune, et je vous dis, l'expérience se fait majoritairement pour moi, l'école de la vie, c'est sur le terrain et c'est dans l'entreprise. Sauf que, quand à l'époque, j'avais pas encore suffisamment développé mon intelligence émotionnelle, on m'avait dit, Natacha, le problème avec toi, c'est qu'on lit en toi comme dans un livre ouvert. C'est-à-dire que quand t'es complètement d'accord, ça se voit. Quand t'es pas d'accord, ça se voit. Quand tu n'es pas sûr, ça se voit. Enfin bref, il ne s'agit pas de la gestion de l'émotion à ce moment-là, il s'agit de la gestion de l'émotivité face à la pression. La déstabilisation dont je vous ai parlé tout à l'heure n'a pas toujours été vécue de cette manière-là. Et d'ailleurs, je m'aperçois encore aujourd'hui que, en tant qu'entrepreneur,
j'ai encore une façon différente de gérer ma posture par rapport à la posture de salarié et celle d'entrepreneur dirigeante. Par rapport à ces épisodes-là, ce que j'aimerais faire, c'est faire un clin d'œil finalement à peut-être des personnes qui ont été importantes pour moi dans ces moments-là et que j'aimerais remercier. Alors, j'ai pas donné de nom, mais des personnes qui ont contribué à mon évolution. À ce moment-là, j'aimerais dire d'abord merci à Nicolas et sa team, la team Nicolas. Merci à Mocine, merci à Pierre, à Timothée, à Guillaume, à Manu et à Rémi, qui ont été des personnes particulièrement inspirantes pour moi à ce moment-là. Alors c'est vrai que je dis particulièrement inspirantes parce que ce sont des personnes qui ont reconnu avant moi ma rigueur, ma discipline, mon goût de l'effort, euh, peur de rien. J'étais une personne sur laquelle on pouvait compter au sens de la routine parce que le quotidien était tellement rythmé que des routines avaient été mises en place sous la forme de checklist. Et que j'étais l'une des rares personnes à tenir cette checklist au quotidien, chaque jour, à remplir chacune des tâches. Alors oui, ça demandait une gestion du temps à la minute près, une grande capacité d'anticipation et autour du pilotage des indicateurs, alors principalement visuels, hein, vert, orange, rouge, et bien cette capacité à passer à l'action, à prendre des décisions. Pourtant, ce qui s'est passé à cette époque-là, c'est que j'avais souvent en fait ce sentiment d'échec fréquent. Et donc j'ai mon N+1 un jour qui me dit: «Mais tu sais Natacha, en fait, j'entends hein, que c'est difficile pour toi, que tu as l'impression que tu vas pas y arriver et que c'est stressant pour toi, mais en fait, moi ce qu'il faut que je te dise, c'est que tu me dis toujours que ça sera difficile, mais à la fin, tu y arrives tout le temps. Tu arrives à tout tenir.» Ça, à l'époque, ça m'a beaucoup rassurée parce que je me suis dit: «Bah oui, effectivement, j'y arrive et ça, c'est bien.» Par contre, ce que j'avais pas compris à l'époque et qui a été un signe que je n'ai pas entendu à ce moment-là, c'est que oui, j'y arrivais, mais à quel prix? Au prix, alors certes, de développer des compétences en intelligence émotionnelle, oui, mais au prix d'une charge mentale extrêmement importante, au prix d'une fatigue qui s'installait et au prix surtout d'une tension, d'un stress permanent que je me mettais et que je n'avais pas détecté comme étant un point essentiel à travailler. Donc par rapport à ça, je voulais aussi remercier certains de mes homologues, de mes collègues comme Annabelle, Alexandre, François, Teddy, Domi, Quentin et tous les autres que je n'ai pas cités, mais qui ont participé, je dirais, à me faire kiffer mes journées et qui en fait m'ont permis d'oublier, de rendre agréable ce niveau de stress. Merci, merci à vous, merci à eux. Et je terminerai par mon expérience, par vous partager mon expérience en vous parlant du relationnel équipe. Alors, dans mon intention, encore une fois, tout part de l'intention au travers de la définition des objectifs. C'était d'être la plus transparente, d'être dans le partage et l'implication de tous dans les décisions. J'avais adopté finalement un mode de management participatif qui impliquait que certes j'écoutais, mais finalement à la fin c'est moi qui tranchais quand même. C'était alors à l'époque j'aurais dit faut pas déconner, c'est quand même moi qui décide qu'on aille dans le mur ou pas, j'assume la décision et je l'assumerai. Donc c'était moi qui assumais les décisions quelles qu'elles soient et les résultats. Mais dans la mise en œuvre, je voulais vous partager un petit peu ce que j'avais mis en place. Alors au sens du collectif, on avait des réunions hebdomadaire, avec un ordre du jour bien précis, des attentes concrètes de chacun. Chacun savait exactement ce qu'on attendait de lui autour de la table au moment T, au moment M plutôt, à l'instant T, au moment M. Et donc, chaque tour de table donnait lieu à des discours assez courts. Voilà ce qui était OK, voilà ce qui était non OK, voilà mes alertes, voilà mes solutions, et voilà ce que je propose. Et on terminait toujours par un PAD, c'est-à-dire un plan d'action avec un pilote, une action bien précise et un délai.
D'un point de vue hebdomadaire, on se retrouvait donc toutes les semaines, soit pour initier la semaine, soit pour la clôturer le vendredi. Et c'était extrêmement important que pour moi, que mes équipes repartent avec une bonne énergie de leur semaine et tirent les leçons, mais de manière agréable et positive, peu importe ce qu'on ait vécu, pour recentrer l'énergie autour du collectif et autour du... on est tous ensemble en fait pour assumer ce qui va se passer et pour pouvoir comprendre au mieux. Sur un pan plus individuel, j'avais des entretiens réguliers, alors que ça n'a pas toujours été le cas, mais c'est quelque chose qui s'est instauré et qui s'est imposé à nous au fur et à mesure du temps. Des entretiens réguliers, voire hebdomadaires parfois. Euh, C'est-à-dire que il nous était demandé d'avoir des entretiens de 15 à 20 minutes en individuel par rapport à chacun de nos chefs d'équipe. Alors vous doutez bien que quand on a 150, 200, 300 personnes, il ne s'agit pas de voir en entretien individuel chacun des salariés. En revanche, d'un point de vue accompagnement chef d'équipe, qui eux avaient à leur charge entre 30 et 50 personnes, eh bien c'était eux qu'il fallait que j'accompagne moi. Et donc ces entretiens réguliers donnaient lieu à une posture plutôt autour de la réflexion, c'est-à-dire, tiens, comment tu vis les choses, quelles sont tes principales difficultés, quelles sont tes ressources et de quoi tu as besoin, qu'est-ce que tu attendrais de nous pour pouvoir t'aider au mieux dans la suite. Ça, c'était des entretiens qui étaient extrêmement constructifs parce que ça donnait lieu à des partages, en fait. Je parlais autant à l'être humain qu'à la fonction et ça donnait lieu à des partages authentiques autour du management d'équipe. Quant au service support, je vous ai dit que je vous parlerai des services support, les ressources humaines, la maintenance, l'informatique, la formation, l'équipe sécurité, les infirmières. Je pense à Ludivine et Géraldine. Voilà, on travaillait littéralement main dans la main et ça, vis-à-vis de bon nombre d'entreprises malheureusement qui sont encore sur le territoire, on n'a pas encore cette notion de complémentarité d'équipe. J'entends par là qu'il y a des conflits finalement d'intérêts personnels qui s'affrontent et qui se confrontent, au détriment en fait de l'aspect usine, site au sens large. C'est-à-dire que ce que je vais vous partager par là, c'est que ce soit les syndicats, que ce soit n'importe quel service, j'ai toujours considéré que chacune des personnes, certes, avait des intérêts propres qu'elle défendait, mais surtout n'avait rien d'un ennemi face à moi et que s'il y avait conflit, tension, incompréhension, c'était quelque part aussi de ma faute. C'est-à-dire que il n'y a pas d'autoflagellation quand je dis ça, c'est la co-responsabilité qui parle, c'est-à-dire que pour être dans une relation, il faut être deux et que le travail du 50-50 rentre en ligne de compte et rentre à l'œuvre. Si je considère qu'une personne m'a manqué de respect ou n'est pas au niveau que j'attends, et que finalement, c'est quand même clair, je lui ai fait passer le message, mais elle l'a pas fait, donc ça veut dire qu'elle veut pas. Mais je suis dans l'interprétation. Quand je suis dans l'interprétation, je suis dans l'émotion et je perds en clarté d'esprit. Alors, même si je vous partage tout ça, ça ne veut pas dire que je ne suis pas quand même passée par des moments difficiles. Hein. Un autre coup dur que je pourrais vous partager, ça a été le désengagement un jour d'un de mes chefs d'équipe qui s'est désolidarisé de nos décisions, qui s'est désolidarisé de la manière dont on accompagnait les équipes et qui est rentré en réaction, qui est parti en croisade autour de ça et qui malheureusement nous a quittés. Alors, je dis malheureusement aussi parce qu'il n'a pas souhaité partager avec moi finalement les raisons profondes de son malaise et de ce qui ne fonctionnait pas. Ce sont les ressources humaines qui ont pris le relais, c'est, je veux dire, à peine mon N+1 à moi, c'est-à-dire son N+2 qui a pris le relais. Mais ce désengagement a été difficile à vivre pour moi, puisque ça m'a montré que finalement, il y avait des choses que je n'avais pas su créer avec lui. Ça a été une vraie leçon. Et en même temps, voilà, ce qui n'était pas acceptable à l'époque, c'était que lui puisse en fait prendre des décisions, mais qui n'allaient pas dans le sens de ce que la direction nous demandait. Donc voilà. Alors, sachant que je vais pas cacher quoi que ce soit, le management qui m'a été donné, en fait, a été un management
très directif, autocratique, voire rude à certains moments. Et je me souviens d'anecdotes qui m'ont particulièrement, alors là c'est même plus la déstabilisation, c'est-à-dire que ça a été des moments aussi qui m'ont obligée à sortir du terrain, parce que j'étais en larmes en fait, littéralement. Et donc ça peut arriver. C'est OK que ça arrive. Euh, L'objectif ici, c'est de se dire, mais qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en apprends pour la suite pour pouvoir dépasser ça? Si je vous donne une métaphore finalement d'une chenille, je suis passée en mode papillon à travers notamment le développement de mon intelligence émotionnelle qui consiste à faire avec les émotions sans les subir. Je passerai maintenant au dernier point qui sont mes préconisations concrètes pour les dirigeants, entrepreneurs. Le premier point que j'aurais envie de vous partager, c'est que la posture managériale demande d'abord un travail sur la perception, la connaissance de soi, la conscience de ses propres comportements et de ses angles morts, dont on n'a pas conscience vis-à-vis de soi. Donc travailler ces angles morts, comment on fait ça? Par un feedback régulier, extrêmement important. C'est pour ça que je vous ai dit que les one-to-one permettent chaque semaine, et n'avaient pas été mis en place au début, mais ont été mis en place par la suite, de se partager ce qui va, mais aussi ce qui ne va pas. Partager aussi ses réflexions ou son histoire pour créer un climat de confiance et ne pas oublier de questionner les autres sur leur propre levier de motivation. Le deuxième point, ça va concerner la confiance, puisque la confiance, c'est une affaire de personnalité parfois, liée à une expérience personnelle. Donc, au mieux, j'apprends à connaître la personne. Au plus, en fait, je peux connecter à sa personnalité. Donc, mon invitation, sans aller dans des considérations et des questions de type personnel, c'est vraiment d'aller connecter aux besoins, à ce qui la met en joie, ce qui la met en colère, à l'aider à clarifier, parce que c'est le job que vous apprenez à faire en tant que manager, mais que les salariés eux-mêmes n'apprennent pas à faire de manière générale, de les amener à verbaliser, en fait, leur propre système de valeurs pour échanger autour des modes de fonctionnement individuels qui servent bien évidemment le collectif. Et le dernier point, ce serait et ça c'est le point clé, de maintenir, définir et tenir un cadre clair, des rôles et des responsabilités établis, des périmètres bien bornés pour chacun de vos collaborateurs. C'est absolument primordial pour clarifier les attentes, les limites, les valeurs, mais aussi les besoins de chacun dans le domaine de l'interaction. Donc ce qu'il y a à retenir dans cet épisode, c'est que manager, ça s'apprend. Tout le monde n'en est pas capable et c'est OK, chacun a ses compétences. Ça demande de la détermination, de la force de caractère, mais aussi beaucoup d'humilité, de remise en question, de résilience sur ses propres pratiques, pour pouvoir revisiter ses croyances et ajuster la trajectoire. C'est faire preuve aussi de curiosité et de développer surtout d'énormes compétences en communication que je vous dévoilerai dans de prochains épisodes. Alors je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de laisser un commentaire, un avis en dessous de ce podcast. Ça aide beaucoup à le faire connaître, le développer. Si vous souhaitez en savoir plus sur comment mettre en œuvre les choses dont on se parle ici, bien contactez-moi. D'ici là, je vous souhaite une belle journée, soirée, où que vous soyez, et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Bye bye.